Donc nous allons continuer avec le développement du télencéphale. C'est la partie terminale crâniale du tube neural. On va le mettre maintenant à l'intérieur de la boîte crânienne d'un embryon. Voilà l'extrémité céphalique de l'embryon avec les arcs bronchiaux sur le reste du corps, la région cardiaque, la région de l'ombilic et la partie toute caudale de l'embryon. Alors, le tube neural, avec sa partie encéphalique qui se divisait en 5 vésicules, avec la dernière vésicule qu'on va étudier maintenant, c'est la vésicule télencéphalique ou encore la vésicule hémisphérique. Donc, cette vésicule va donner, comme l'a fait déjà le diencéphale, un prolongement qui va correspondre aux voies olfactives. Donc, c'est le bulbe olfactif et le nerf olfactif, etc. Ensuite, nous avons le plancher du diencéphale avec un premier prolongement que vous connaissez déjà, correspond à la vésicule optique, qui est là, qui va constituer la cavité, bien sûr, la partie sensorielle de la vision, de l'œil. Ensuite, un deuxième prolongement qui va correspondre à l'hypophyse ou encore la tige pituitaire et la glande pituitaire, donc le diencéphale, le mésencéphale, la courbure cervicale et le reste de la moelle épinière. Donc voilà, avec les différentes parties du tube neural qu'on a déjà vu. Moelle épinière, donc c'est la moelle épinière. Ensuite, on a le myélencéphale, le métencéphale, on l'a vu déjà, le mésencéphale et le diencéphale, finalement, le télencéphale. Alors, nous allons commencer par une coupe qui va passer par le télencéphale, qu'on va l'appeler coupe 1. Et qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner le tube neural avec ses enveloppes habituelles. À l'extérieur, c'est la plumère. Voilà, je mettrai en pointillé. À l'intérieur, c'est donc le canal central qui est tapissé par la membrane de l'épendyme avec un plancher, un toit et 2 parois latérales. Alors, comme aussi en niveau de diencéphale, la disposition des substances va différer aussi. Donc, avec un toit qui est occupé par la substance viscéro-sensitive, voilà, ou encore c'est l'archéopalléum, donc l'archéopalléum. Le plancher est occupé plutôt par la substance viscéro-motrice, à ce niveau-là, mais en fait, ce ne sera pas réellement viscéromotrice, mais plutôt, on va le voir, c'est la partie qui va s'occuper de toute la fonction olfactive. C'est pour ça qu'on l'appelle le paléopallium ou encore le rhinencéphale. Et dans la paroi latérale, bien sûr, on a la paroi latérale formée par les deux parties restantes. Tout d'abord, une partie sensitive dorsalement et une partie motrice, somatomotrice, ventralement. L'évolution fait que ces deux parties-là vont avoir un développement qui est différent. On va continuer le développement, mais sur une deuxième coupe qui va passer plutôt par le diencéphale et par cette partie communicante entre télencéphale et diencéphale, qui sera la coupe 2. Donc voilà le télencéphale qui commence à grandir et voilà le diencéphale qui a terminé pratiquement maintenant son développement. Avec aussi à ce niveau-là, on a la partie du toit qui correspond à cet archéopalléum. On va le voir, c'est tout simplement le système limbique qui va se former à partir de là. Ensuite, on va voir une partie qui se développe de façon plus importante en volume, qui est en fait la partie somatomotrice, qui va constituer un gros noyau, qu'on appelle ça le striatum.
Donc voilà le striatum. Alors que, donc voilà le toit, c'est une partie qui va rester peu développée, le striatum, alors que la substance qui est somato-sensitive va s'étaler en surface, qui va former ce qu'on appelle le cortex cérébral. En continuité avec le diencéphale, avec, bien sûr, diencéphale formé essentiellement par ces deux gros noyaux thalamiques, voilà les deux thalamies, avec un plancher, c'est l'hypothalamus et le subthalamus, et tout cela est couvert à l'intérieur par la membrane épendymère qui va constituer la cavité télencéphalique. Jusqu'à maintenant, c'est une cavité qui est unique, communicante, et qui va communiquer, bien entendu, avec le diencéphale dans son troisième ventricule ou V3. Voilà cette disposition-là sur laquelle on va travailler maintenant. Du fait que le télencéphale va se développer de façon beaucoup plus importante que le diencéphale, et donc il va essayer d'englober le diencéphale de tous côtés. Deux façons de faire. Tout d'abord, il peut s'étaler latéralement, donc il va essayer de s'étaler sur les faces latérales du diencéphale, et de même, il va s'enrôler autour du diencéphale. Nous allons commencer par la première éventualité, cette éventualité qui est l'écoulement latéral du télencéphale autour du diencéphale. Je reprends cette coupe-là, mais en marquant tout d'abord que à ce niveau-là, et dès le début du développement, on va voir l'apparition d'une cloison sagittale qu'on va trouver à ce niveau-là, cloison sagittale, qui va être, qui n'est autre de fait, qu'on appelle ça la fosse du cerveau. Alors cette fosse de cerveau va entraîner une plicature du toit du télencéphale. Le télencéphale va se développer aussi, il ne trouve pas mieux que développer deux parties latérales, encore plus d'espace et de volume. Et donc, on va commencer à avoir cette plicature qui correspond au début de la séparation des deux hémisphères cérébraux. Voilà le télencéphale, voilà le développement télencéphale, avec le diencéphale déjà mis en place. Le toit, maintenant on va voir que cette substance archéopalléum va s'enfoncer à l'intérieur du télencéphale. Aussi, la substance, d'abord là, on va voir la superficie qui est formée par la substance qui est viscéro-sensitive, qui reçoit de la formation, disons. Et l'intérieur, on va voir ce gros noyau qui est le noyau, bien le striatum, ou le corps strié, qui est là, qui commence aussi à se diviser en deux parties. Un peu de symétrie, en deux parties. Du fait de l'écoulement latéral du télencéphale sur le diencéphale, on va voir que ce noyau va se diviser en deux parties, une partie caudale et une partie crâniale. La partie caudale va glisser aussi avec le télencéphale de part et d'autre du diencéphale, alors que la partie crâniale va rester en place. Donc je continue avec le diencéphale, avec ses deux thalamies, avec son plancher. Voilà. Et la cavité centrale, comme vous le savez, elle est là. Voilà. Donc un thalamus, le V3, donc l'hypothalamus. Ensuite, on va voir le corps strié. En fait, on l'appelle ainsi parce qu'en fait, l'apparition de ces striations de séparation des deux noyaux
du corps strié. Bien. Qu'est-ce qui va se passer encore? On va maintenant voir cet écoulement latéral avec la séparation complète des deux noyaux, d'une part. Donc voilà, dans une étape intermédiaire, un enfoncement davantage de l'archéopallium, un écoulement latéral plus important du télencéphale qui commence à englober en partie le diencéphale. Voilà. Alors, l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord ce noyau qui est divisé en deux, mais qui reste quand même en connexion. Voilà. Ensuite, on va voir l'archéopallium, qui est maintenant enfoncé complètement à l'intérieur du télencéphale, dans ce sillon qui va être le sillon interhémisphérique, et le reste est bien sûr couvert par le cortex cérébral. Alors en effet, ce petit noyau-là, qui est séparé du corps strié, va recevoir une partie du diencéphale, qui est la partie somatomotrice du diencéphale. Rappelez-vous qu'on a dit qu'elle va sortir, elle va quitter le diencéphale pour être récupérée par le télencéphale. Et les deux vont former un seul noyau plus tard, qui est le noyau lenticulaire. Cavité centrale, voilà. Pardon, de couleur. Avec les deux thalamies, de part et d'autre. Voilà. Occupons-nous maintenant de cette partie, l'évolution de cette partie-là. Cette partie-là, qui est la partie archéopallique, donc pallium, archéopallium, c'est la partie la plus ancienne, et qui va, avant la séparation complète des deux hémisphères, du fait que vous voyez là l'enroulement qui va se faire autour du encéphale, va aussi imposer une séparation des deux hémisphères. Pourquoi? Parce qu'en effet, arrivant au niveau du mésencéphale, comme si par exemple on a deux cornes là, qui vont s'enrouler autour de la tête, mais ils vont buter contre le cou. Et donc, ils n'ont qu'à faire se séparer de part et d'autre, donc les deux se séparent, et vont passer de part et d'autre du cou et donc de la tête pour avoir ce prolongement latéral. Donc là aussi, ils vont buter contre le mésencéphale et donc ils vont se séparer les deux hémisphères pour passer de part et d'autre et englober maintenant le diencéphale d'une façon latérale. Bien. Alors, de ce fait-là, avant la séparation, ce qui va se passer, c'est que les deux hémisphères doivent fonctionner de façon harmonieuse, de façon synchronisée, et comme on va voir le plus tard aussi, de façon latéralisée aussi, pour augmenter leur capacité de traitement de l'information. Et donc, avant de la séparation, ils vont s'échanger des fibres blanches, substances blanches, de communication entre les deux hémisphères. Alors, j'agrandis cette partie-là pour voir ce qui va se passer. Donc, voilà le fond de ce sillon interhémisphérique. Voilà. Voilà. Je mettrai aussi là, c'est le ventricule du télencéphale pour l'instant. Voilà aussi les fibres qui vont croiser les médianes pour joindre les deux hémisphères. Et la substance maintenant grise qui se trouve à ce niveau-là, l'archéopallium, va se diviser en des petites masses au-dessus de ce croisement qui va prendre le nom du corps calleux. Mais aussi et surtout au-dessous. Au-dessous du corps calleux, on va voir deux petites masses qui vont constituer l'archéopallium à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va se passer davantage? Ces deux masses vont descendre vers le bas en ramenant avec eux le
la membrane épendymère à ce niveau. Donc, dans une coupe plus avancée, dans un stade plus avancé, donc voilà le sillon interhémisphérique. Voilà maintenant les deux masses à ce niveau qui sont séparées du corps calleux qui est là, qui est toujours là. Et voilà. Donc voilà. La membrane épendymère qui les ramène. Et donc, si on revient maintenant à ce schéma-là, et on va le compléter, alors on va voir, donc je reprends ce schéma-là, on va voir ce sillon interhémisphérique qui est profond maintenant, les deux hémisphères cérébraux, on est toujours, je vous rappelle, dans cette zone de continuité entre télencéphale et diencéphale. Un diencéphale qui est quasiment totalement absorbé par le télencéphale. Voilà. Avec les deux thalamies. Avec aussi l'hypothalamus, bon, j'ai agrandi un tout petit peu maintenant, avec aussi ce premier noyau, ce deuxième noyau qui va recevoir l'autre noyau provenant du diencéphale pour constituer le noyau lenticulaire. Donc, lenticulaire, avec ses deux composantes, le putamen et le pallidum. Ensuite, donc de l'autre côté aussi, ensuite on a dit qu'il va y avoir une descente des deux masses de la substance archéopalique, donc du pallium, et finalement, d'abord, on va mettre en place ici ce corps calleux, qui est là. Et on va compléter maintenant avec cette partie ventriculaire. Donc voilà, ça se continue avec le troisième ventricule, comme on l'a vu déjà. Voilà. Sauf que, à ce niveau-là, on va voir ce petit septum fait par la membrane épendymère qui est descendu avec ces deux masses de l'archéopalléum, et l'ensemble forme ce qu'on appelle le fornix. Donc voilà ce qu'on appelle le fornix ou le trigone. Donc fornix ou trigone, qui va tout d'abord séparer les deux hémisphères, les deux cavités des hémisphères. On appelle ça maintenant un ventricule latéral. Donc ventricule latéral. Et d'autre part, par un espace qui va ménager avec les deux thalamies, il va créer une communication de chaque ventricule latéral avec le troisième ventricule, qui ne sera autre que ce qu'on appelle le foramen interventriculaire. De Monro. Encore trou de Monro, tout simplement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, on a chaque hémisphère possède son propre ventricule, un ventricule latéral, un deuxième ventricule latéral. Les deux ventricules ne communiquent pas entre eux, mais communiquent chacun à part, de façon séparée, avec le ventricule 3, troisième ventricule, le ventricule de la cavité du encéphale, qui est là, par un petit pertuis, un petit canal, qui est ménagé entre le thalamus et le fornix, et qui prend le nom, bien sûr, le foramen interventriculaire de Monro. On va donc continuer avec l'enroulement. L'enroulement, comme on l'a vu déjà, il va s'effectuer autour du diencéphale. C'est comme si le diencéphale est l'axe de rotation du télencéphale. Première constatation, c'est que cet enroulement va créer un premier sillon
qui sépare le télencéphale du diencéphale, donc les dérivés télencéphaliques des dérivés diencéphaliques, et prend le nom de la fissure, donc la fissure transverse du cerveau, ou encore la fente de Bichat. Et donc, cette fente-là va séparer les deux parties, le télencéphale du diencéphale, ou encore les dérivés du télencéphale du dérivé du diencéphale. Vous voyez maintenant cette évolution-là. Comme on l'a dit, on a un diencéphale qui va servir comme centre de rotation du télencéphale. Donc, le télencéphale va s'enrouler autour du diencéphale et il va passer de part et d'autre du diencéphale, pardon. Conséquence, d'abord on va voir un autre prolongement qui apparaît, qu'on appelle le prolongement temporal. Qui sera bien sûr le futur lobe temporal. Quand on le retrouve sous cette coupe à ce niveau-là, voilà, le prolongement temporal, de part et d'autre, qui va créer l'apparition, va entraîner l'apparition d'un sillon latéral, comme vous voyez ici là, qui sépare les dérivés du télencéphale proprement dit des prolongements temporaux, de part et d'autre. Alors ce sillon-là caractérise ce qu'on appelle maintenant le sillon latéral du cerveau, ou encore la scissure de Sylvius. La particularité, c'est que lorsqu'on va séparer, on va écarter les deux berges de cette fissure-là, on va se retrouver encore sur le cortex cérébral. On va voir, ça constitue ce qu'on appelle le cortex insulaire plus tard. Quelle autre conséquence? C'est que, comme vous le voyez ici là, il y a un enroulement qui s'effectue. Alors, l'enroulement, ça va dépendre de l'élément, soit qu'il est sur l'axe de rotation ou proche de l'axe de rotation, et donc il ne subit pas l'enroulement, soit qu'il est loin de l'axe et il va subir, bien entendu, l'enroulement. Total ou partiel, selon l'ordre d'apparition par rapport au début de l'enroulement. Nous allons continuer maintenant avec le développement, avec l'enroulement du télencéphale autour du diencéphale, comme axe de rotation et diencéphale. Et le télencéphale va s'enrouler à partir d'un point de contact direct avec le télencéphale, avec le diencéphale. Il va s'enrouler autour du diencéphale. Et on a dit que, première conséquence, c'est qu'il va y avoir une apparition d'un prolongement latéral et inférieur autour du diencéphale, qui n'est autre que le lobe temporal ou encore le prolongement temporal qui est là. Deuxième conséquence, c'est que les éléments qui sont situés à l'intérieur de la vésicule télencéphalique ou encore de l'hémisphère cérébral maintenant, ils vont subir aussi plus ou moins l'enroulement. Les éléments qui vont se trouver sur l'axe du diencéphale, ils ne vont pas subir l'enroulement, ils ne vont pas subir de changement, alors qu'ils sont loin de cet axe-là, ils vont subir l'enroulement plus ou moins complet selon la date d'apparition par rapport à cet enroulement. Alors pour voir les éléments qui vont subir ou non subir cet enroulement-là, je reprends d'abord cette coupe frontale qui va passer par le télencéphale et le diencéphale avec aussi le prolongement temporal qu'on va marquer ici. Pour mettre en place maintenant les éléments qu'on a vus déjà, là on a le plancher du V3, donc qui est quasiment complètement intégré à l'intérieur du télencéphale, avec aussi, on va voir là, le corps calleux, c'est l'ensemble des fibres axonales, des fibres de la substance blanche qui vont traverser la ligne médiane pour rejoindre un hémisphère à l'autre hémisphère. Voilà, voilà, etc. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver d'abord ce premier gros noyau qui est issu du striatum. Ensuite, on va trouver les deux thalamies qui vont constituer l'essentiel du diencéphale, qui est là, et d'autres. Voilà, thalamus. Voilà. Et de part et d'autre des thalamies, on va retrouver ce noyau constitué par les deux parties, une partie télencéphalique et une partie diencéphalique, qui n'est autre que le noyau lenticulaire. Donc ça, c'est le noyau
lenticulaire. Alors que l'autre noyau, qui lui va subir, comme vous voyez, il est loin du diencéphale, donc loin du thalamus, qui va subir l'enroulement complet, et c'est pour cela qu'on va appeler ça le noyau codé. Du fait de cet enroulement-là. À l'intérieur de tout ça, on retrouve la cavité télencéphalique, qui est le ventricule latéral, qui va se continuer avec la cavité diencéphalique, qui est le troisième ventricule, et avec le septum, qui va séparer les deux ventricules latéraux, et qui va suspendre, maintenant quand vous le connaissez maintenant, il va suspendre ce fornix. Donc il va suspendre ce fornix. Voilà, le fornix formé par deux parties en effet. Voilà, les deux parties de fornix sont là, et qui sont englobées par la membrane épendymère. Et donc, il va suspendre, ce septum-là va suspendre le fornix au corps calleux. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va voir l'enroulement du noyau codé, on va voir aussi l'enroulement du ventricule latéral, on va voir aussi l'enroulement de ce fornix-là du corps calleux. Donc tout cela vont s'enrouler autour du diencéphale. Alors que le thalamus et le noyau codé vont rester inchangés. Voyons comment ça va se passer. Donc voilà une vue latérale du cerveau avec ce sillon latéral qui est apparu par le prolongement temporal. Voilà. Donc ça, c'est le résultat final de l'enroulement, comme vous voyez ici là, avec le sillon latéral, au fond duquel, comme je l'ai dit, on va avoir encore du cortex cérébral, c'est le lobe insulaire ou bien c'est l'insula. Le ventricule latéral qui va subir cet enroulement-là et donc il va avoir plusieurs prolongements. Un prolongement postérieur, dit occipital, un prolongement latéral inférieur, dit temporal, et qui reste en haut, c'est une corne, qu'on appelle la corne frontale, de ce ventricule latéral. Donc, le ventricule latéral sera fermé d'abord en forme de C, ouvert en avant, avec une corne frontale. Donc, cette corne-là, en effet, avec donc, une corne occipitale, c'est la partie postérieure du cerveau, et une corne temporale, de part et d'autre du diencéphale. Et à ce niveau-là, on se retrouve avec un espace qui va regrouper l'ensemble des cornes, bien l'espace commun entre les trois cornes, qu'on appelle ça le carrefour ventriculaire. Si je schématise maintenant le troisième ventricule, je retrouve au centre, donc par projection tout simplement, je retrouve au centre qui est là, qui va se continuer entre les deux ventricules latéraux par la canule du mésencéphale, qui va le faire rejoindre au quatrième ventricule entre le cervelleux en avant, en arrière plutôt, et le tronc cérébral en avant. Mais on sait maintenant que chaque ventricule latéral va communiquer de façon séparée avec un troisième ventricule, vers le troisième ventricule. Donc ça c'est V3. Ça, c'était un VL, un ventricule latéral droit ou gauche. Et entre les deux, on a la communication qui est le trou de Monro ou encore le foramen interventriculaire de Monro. Trou de Monro. Donc voilà, ainsi, mis en place le système ventriculaire. Le deuxième élément, c'est le noyau, ce noyau-là, qui est le noyau codé. Alors lui aussi, il va subir l'enroulement complet. Et donc, on va voir ce noyau-là. Il va tout d'abord se situer au-dessous de cette corne frontale, au-dessous du ventricule latéral. Et donc, il va circonscrire le ventricule latéral. De fait, donc, on le retrouve à ce niveau-là. Voilà. Donc, on va se trouver dans la concavité de ce ventricule latéral. Avec une tête, c'est la partie la plus volumineuse qui reste, en avant et en haut, avec un corps et une queue.
la tête est au-dessous du VL, et du fait de l'enroulement que la queue se retrouve au-dessus du corps temporal du ventricule latéral. Donc voilà le noyau codé du niveau latéral, avec la grosse extrémité qui reste en haut et en dedans, qui est la tête du noyau codé. Ensuite, c'est continué par le corps du noyau codé, et une partie tout effilée en bas et latéralement, qui est la queue du noyau codé. Et en fait, ça se termine dans un autre noyau, qui est le noyau amygdalien, qu'on l'appelle ainsi. Donc voilà la tête, voilà le corps, et voilà la queue du noyau codé. Avec un autre noyau annexe, c'est le noyau amygdalien ou le corps de Lewis. Si une vue supérieure maintenant, ça se représente comment? On va voir, donc, là c'est une vue latérale, donc ça c'est en vue latérale. Si on voit le noyau codé d'une vue supérieure, on retrouve la tête en haut et en dedans, alors que le corps et la queue vont fuir un petit peu latéralement en suivant le prolongement temporal. Voilà comment se présente le noyau lenticulaire d'une vue supérieure. Voilà. L'autre noyau lenticulaire, même chose, les deux têtes se rapprochent en haut et en dedans, et les queues sont complètement éloignées et sont séparées par le diencéphale en bas et latéralement. Vous voyez maintenant le développement de cette zone-là, la zone de l'archéopallium et la zone aussi du corps calleux. Alors si on fait une coupe sagittale médiane, ça veut dire qu'on va séparer les deux hémisphères cérébraux au niveau de la ligne médiane. Ce qu'on va retrouver sur la coupe et au niveau de la ligne médiane, on retrouve cette masse de substance grise qui est l'archéopallium. Donc voilà, on a séparé les deux hémisphères cérébraux et la partie qui rejoint les deux hémisphères cérébraux qui est enfoncée à l'intérieur du sillon interhémisphérique, c'est en fait ça, c'est ce qu'on appelle l'archéopallium. On a dit aussi que la partie antérieure de cet archéopallium va être traversée par les fibres blanches du corps calleux, ce qui les divise en deux parties. Une partie au-dessous du corps calleux, sont descendus vers le bas, entraînant avec elle, la membrane épandymère et formant ce septum interventriculaire. Et le reste, en fait, il va s'enrouler, il va suivre l'enroulement, les deux vont suivre l'enroulement autour du diencéphale, avec un enroulement complet pour l'archéopallium et un enroulement qui n'est pas complet, bien entendu du fait que c'est un élément médian. Là, il va s'arrêter au niveau du mésencéphale, bien entendu, un enroulement incomplet pour le corps calleux. Alors, je commence par le corps calleux. Qu'est-ce qu'il va avoir qu'on forme sur cette coupe-là, une coupe sagittale médiane, dans ce sens-là? Il va avoir d'abord une partie qu'il va l'attacher au diencéphale. Ensuite, il va s'enrouler, créant un genou avec une masse plus importante au niveau du corps et va se terminer par une partie renflée en arrière. Voilà sur la coupe. Donc, c'est l'ensemble des fibres qui sont coupées, qui vont traverser une médiane. Ils vont donner cette forme-là du corps calleux. Donc, corps calleux. Avec une partie pointue qu'on appelle le bec ou le rostre. Ensuite, on a le genou. Ensuite, on a le corps. Et finalement, on a le splénium ou pulvinar. Le splénium. On a le splénium. Donc voilà le corps calleux, comment il va se présenter. Ensuite, maintenant, cette masse qui est l'archéopallium, qu'est-ce qu'elle va donner? On voit bien que la partie la plus dense est en arrière et donc elle va suivre l'enroulement complet et va se retrouver au fond du lobe temporal. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la plus grosse masse en bas.
Ensuite, on va voir cet enroulement qui va ramener la partie effilée en haut et en dedans, bien entendu, au-dessous du corps calleux. Parce qu'on est au-dessous du corps calleux, qui est là. Et il va se continuer pour se terminer dans un autre noyau, qu'on verra plus tard, qu'on appelle le corps mammillaire. Donc voilà ce qu'on appelle l'hippocampe qui est apparu. Donc ça, c'est l'hippocampe. Avec une partie large qui se trouve en bas et latéralement au fond du lobe temporal, prolongement temporal. Ensuite, une partie effilée, en haut et en dedans, qui vont constituer ce qu'on a parlé tout à l'heure du trigone ou encore le fornix. C'est en fait en partie constitué par ce prolongement-là. Donc, on appelle ça le pied de l'hippocampe. Et on verra ce que va être nommé le reste des éléments. Donc là, c'est le corps mammillaire. Qu'on le retrouve au fond du plancher du V3. Alors, voyons d'une voie supérieure maintenant ce que ça représente ça. Donc là, c'est l'inverse un petit peu du corps calleux, avec la partie la plus large qui est le pied de l'hippocampe en bas latéralement. Il va passer en dedans et en haut, sous le corps calleux qui est enlevé maintenant, et ensuite il va se reséparer, s'éloigner pour se terminer dans un corps mammillaire correspondant. Même chose de l'autre côté. Donc voilà le pied de l'hippocampe. Voilà son prolongement vers la ligne médiane qui se rapproche de celui contralatéral et ensuite il va s'éloigner pour se terminer dans un corps mammillaire. Alors voilà, les deux éléments vont former le fornix avec deux piliers postérieurs, deux piliers antérieurs et un corps. Donc voilà, les deux parties vont constituer le corps du fornix. Ensuite, on a deux piliers pour le fornix. C'est comme la queue de l'hippocampe. Donc deux piliers postérieurs. Et deux piliers antérieurs pour le fornix. Et on est en vue supérieure de l'hippocampe. Alors, l'hippocampe va se trouver où par rapport au corps calleux? Alors, si je reviens à l'emplacement des éléments sur le schéma précédent, on retrouve la substance archéopalique, donc le archéopalion qui est là, qui est situé au-dessous du corps calleux, mais au-dessus du ventricule latéral. Comme vous voyez là, il est au-dessus, en effet. Puisqu'en effet, c'est là, en fait, la limite du ventricule latéral. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va retrouver la substance qui est archéopalion, et va se trouver au-delà, bien, il va se construire plutôt la périphérie du ventricule latéral. Donc, on le retrouve plutôt à ce niveau-là. Donc, la partie mince en haut et la partie plus développée en bas. Voilà. Et donc, par rapport à la corne temporale du ventricule latéral, au-dessus, on retrouve la queue du myocodé et au-dessous, on retrouve le pied de l'hippocampe. Au niveau de la corne temporale, au-dessous, on va retrouver, donc c'est l'inverse, au-dessous, on retrouve la tête du myocodé et au-dessus, on retrouve le fornix à ce niveau-là. On va maintenant continuer avec l'évolution. On va continuer avec une troisième coupe maintenant. Et une coupe va passer par le télencéphale du diencéphale lors de leur séparation. Et on va voir ce que ça donne. Alors tout d'abord, on va commencer par le diencéphale. On est maintenant le dérivé du diencéphale avec donc un thalamus, en bleu, un thalamus, un deuxième thalamus, parfois une adhésion interthalamique, c'est un accolement entre les deux. Ensuite, un toit du V3, formé par l'apimère, marqué par
les stries abinulaires et limité en dedans par la membrane épandymère. Bien. Le plancher il est fait par l'hypothalamus. On peut avoir aussi des prolongements à ce niveau-là, notamment le prolongement de la tige pituitaire, de la glande pituitaire. Donc c'est toujours le V3 qui va tourner autour de cette adhésion interthalamique. Ensuite, le toit, comme on l'a dit l'autre fois, donc il contient le plexus choroïde formé par une artère, un peloton veineux, un plexus veineux, et aussi couvert par la membrane épandymère qui va devenir maintenant une membrane qui est sécrétrice de liquide céphalo-rachidien à ce niveau-là, et on appelle ça le plexus choroïde du troisième ventricule. Donc voilà, le plexus choroïde du troisième ventricule de part et d'autre. Alors latéralement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les deux hémisphères cérébraux qui sont maintenant complètement séparés, avec l'écoulement latéral, qu'on le retrouve ici. Voilà donc. Latéral, de part et d'autre. Bien. On va voir aussi la continuité de la corne frontale. Voilà. Qui maintenant va amincir complètement la paroi latérale, la paroi, pardon, médiale de l'hémisphère cérébral. Pardon, on va plutôt changer de couleur. Mauve. Donc c'est le ventricule et non pas un noyau. Voilà, très bien. Alors, à ce niveau, au niveau du contact avec le thalamus, on va voir l'apparition d'un nouveau plexus qui est là, artério-veineux, donc un plexus artério-veineux, couvert par la membrane épandymère, il va sécréter le liquide céphalo-rachidien à l'intérieur du ventricule latéral. Et ça va s'attacher à la face supérieure du thalamus, formant ce qu'on appelle la lamina affixa. Et donc là, on va fermer cet espace entre les deux. Alors, plus en avant de cette séparation complète, on retrouve la continuité du corps calleux à ce niveau-là. Donc là, on a écarté complètement les deux hémisphères. On est dans le sillon interhémisphérique. On se retrouve sur le corps calleux. Et on voit bien que le corps calleux ne correspond pas du tout au toit du V3. Le V3 a son propre toit qu'on voit ici, là. Et l'espace entre le corps calleux et le toit n'est autre que cette fissure transverse du cerveau, ou la fente de Bichat. On va continuer maintenant avec une synthèse de deux coupes de tous ces phénomènes de développement du télencéphale. Tout d'abord, une coupe frontale avec un sillon interhémisphérique entrecoupé par le corps calleux, avec aussi un hémisphère d'un côté et un hémisphère de l'autre côté, un sillon latéral au fond duquel on retrouve encore du cortex, c'est en fait le cortex insulaire ou l'insula. Ça se continue par le lobe temporal, le cortex temporal, et l'ensemble se retrouve au niveau du plancher du V3. Donc on est sur une coupe frontale dite de Charcot. De Charcot. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a tout d'abord les deux thalamies, il y a aussi le V3, le VL plutôt, ventricule latéral, avec l'emplacement et l'encoche de la tête du noyau caudé. On retrouve ici, là, voilà. L'hypothalamus par en bas. On retrouve aussi
le septum qui va séparer les deux hémisphères, les deux cornes frontales du ventricule latéral, et qui va suspendre le fornix, qui va ménager un espace avec les thalamies, où va passer donc le glissulaire rachidien à partir du ventricule latéral jusqu'au troisième ventricule. C'est le trou de Monro que vous connaissez maintenant. Ce ventricule latéral, on le recoupe une deuxième fois au niveau du prolongement temporal. Donc à ce niveau-là, on recoupe la corne temporale du ventricule latéral. De part et d'autre, on retrouve le noyau lenticulaire avec ses deux composantes. Tout d'abord, le putamen et le pallidum. Et les deux vont former ce qu'on appelle le noyau lenticulaire. Ensuite, on va retrouver aussi le noyau caudé, qui en haut, on le retrouve sous le ventricule latéral, c'est la tête du noyau caudé, et au-dessous, on le retrouve au niveau du toit du ventricule latéral dans sa corne temporale. Donc, il circonscrit complètement la concavité du ventricule latéral. De même, alors ce fornix provient aussi de l'hippocampe, et on trouve le pied de l'hippocampe plutôt en bas du ventricule latéral, à ce niveau-là, faisant son plancher. Voilà. Donc ça, c'est le ventricule latéral, une corne frontale du ventricule latéral. Ça, c'est le corps. Quoi? Corps calleux. Voilà. Le noyau caudé. C'est la tête du noyau caudé. Ensuite, noyau caudé une deuxième fois, c'est sa queue. Ensuite, on retrouve le pied de l'hippocampe. Avec le fornix. On retrouve aussi à ce niveau-là le sillon latéral avec le cortex insulaire ou l'insula. Au niveau du VL, on retrouve donc la corne temporale, la corne frontale. Donc ça, c'est la corne frontale du VL et sa corne temporale en bas. Du ventricule latéral, et le troisième ventricule, c'est le ventricule du diencéphale. Voilà, cette coupe-là correspond en effet à la coupe presque définitive du cerveau final, et qu'on le retrouve même sur le scanner, etc., avec quelques modifications, bien sûr, du cortex cérébral. Voyons maintenant une deuxième coupe. Donc ça, c'est une coupe qui passe par là. Une deuxième coupe qui va longer les deux. Donc, une coupe plutôt transversale, horizontale, axiale du cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Tout d'abord, on va voir le sillon interhémisphérique, entrecoupé par le corps calleux, par en avant. On retrouve le sillon latéral, une continuité en arrière. En se contournant en arrière, par les lobes occipitaux, postérieurs, qui, là aussi, vont se trouver limités par une deuxième recoupe du corps calleux. Donc, le corps calleux sera coupé une deuxième fois, vu sa forme, en effet, un peu curviligne. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va bien sûr en trouver les noyaux thalamiques, les deux thalamies. Voilà. On retrouve aussi le ventricule latéral avec sa corne frontale,
avec aussi le soulèvement du plancher par le noyau codé. On va retrouver aussi la continuité avec le troisième ventricule. Voilà. Qui va s'arrêter à ce niveau-là. Au niveau de quoi? Au niveau de son toit, de la partie postérieure de son toit, à savoir l'épiphyse. Je vais l'arrêter à ce niveau-là. Donc voilà le noyau codé. Voilà un deuxième noyau codé. Voilà le septum lucidum avec le fornix qui va fermer complètement la communication entre les deux à ce niveau-là. On est plus postérieur à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Ventricule latéral en avant. Une deuxième partie du ventricule latéral, on retrouve à ce niveau-là. C'est la corne occipitale du ventricule latéral. Voilà. Avec, dans la concavité, on retrouve la continuité du noyau codé. Donc, on le retrouve le noyau codé à ce niveau-là. C'est sa queue, ou sa partie postérieure de son corps. Voilà. Et le fornix va se continuer en arrière avec le pied de l'hippocampe ou encore les piliers postérieurs de ce fornix qu'on le retrouve à ce niveau-là. Donc ça c'est noyau codé. Noyau codé une deuxième fois. Donc ça c'est le fornix, plutôt effectivement le fornix. Ensuite, pilier postérieur du fornix. Voilà. Ensuite, on va voir, on se retrouve à ce niveau-là, dans cette zone, entre diencéphale et dérivé de télencéphale. Là aussi, on se retrouve dans cette zone qui est la fente de Bichat. Encore une fois. Encore une fois. Thalamus, le septum lucidum. Voilà. De noyau lenticulaire. Ces deux composantes. Donc, noyau lenticulaire. Etc. Donc, le sillon latéral, bien entendu, l'insula, le lobe frontal, avec le sillon antérisphérique en avant, le sillon antérisphérique en arrière, le corps calleux, voilà, les deux parties du corps calleux, d'abord au niveau de son bec ou encore au niveau de son genou, et en arrière, c'est le splénium tout à fait en arrière. Voilà, cette coupe-là, c'est la coupe axiale. De Flechig. Nous allons continuer maintenant avec une troisième coupe de référence, c'est la coupe sagittale médiane qui passe par l'ensemble du cerveau. Nous allons construire petit à petit. Tout d'abord, on va commencer par le diencéphale avec le thalamus. Donc, c'est une coupe qu'on a commencé déjà à voir avec le diencéphale. Probablement, on a coupé une adhésion interthalamique. Donc, on est pleinement à l'intérieur du V3. Ça consiste sa paroi latérale, avec un plancher formé par des prolongements aussi. Tout d'abord, le prolongement du chiasma optique. Ensuite, la tige pituitaire avec la glande pituitaire ou l'hypophyse. Ensuite, on se retrouve sur la face antérieure de l'élément qui suit le diencéphale, à savoir le mésencéphale. Ensuite, le reste du tronc cérébral, le pan et le bulbe rachidien par en arrière. Donc, au niveau de cette partie-là, on retrouve deux paridoles de la ligne médiane, une petite masse qui n'est autre que le corps mammillaire, dans lequel se termine le fornix, le pilier antérieur du fornix. Voilà. Ensuite, parlons aussi le toit. On va les délimiter par tout d'abord la strie abinulaire, ensuite le ganglion abinulaire, et ensuite ça se termine au niveau de
l'épiphyse. L'épiphyse va se continuer par le toit du mésencéphale, qui est formé par les masses, les 4 masses qui sont jumelles, qu'on appelle ça les tubercules quadrijumeaux ou encore les colliculi de la face postérieure du mésencéphale. Donc colliculi sur la face postérieure du mésencéphale, bien sûr, ça continue avec le cervelet à ce niveau-là. Le V4, je vous rappelle qu'il est là. Le V4, il est là. Ça continue par le canal de l'épendyme. Et au niveau du mésencéphale, ça se continue par le canal, ou bien l'aqueduc du mésencéphale. Et tout cela, c'est en fait, c'est le troisième ventricule qui est là. Voilà. Plus en avant maintenant, la partie antérieure, elle est fermée par quoi? Elle est fermée tout simplement par le pilier antérieur, du fornix, qui lui va passer de part et d'autre du thalamus, donc dans la paroi latérale du V3, pour se terminer dans un corps mammillaire correspondant. J'ai ménagé un espace, j'ai raccourci un peu l'espace, bon, j'ai ménagé un espace entre le fornix et le thalamus, qui va correspondre à quoi? Correspondre à cet espace qui va faire communiquer le ventricule latéral d'une part avec le troisième ventricule au milieu. Bien, alors on va mettre en place maintenant le reste des structures. D'abord, un élément du télencéphale, c'est le corps calleux, que l'on retrouve qui est là. Le fornix donc va s'enfuir derrière le corps calleux, puisqu'il provient du bas et de l'extérieur. Donc, il commence au niveau des pieds de l'hippocampe, il va remonter par les piliers postérieurs en se rapprochant de la ligne médiane en haut. Ensuite, il va passer au-dessous du fornix, mais de part et d'autre de la ligne médiane, c'est pour ça qu'on le voit à ce niveau-là. Et ensuite, ils vont se séparer par les piliers antérieurs pour se retrouver dans la paroi latérale du V3 et se termine au niveau de ce corps mammillaire. L'espacement, c'est le trou de Monro. Et entre maintenant le corps calleux et le fornix, on retrouve cette membrane qui suspend le corps calleux, qui suspend plutôt le fornix au corps calleux, qui n'est autre en effet que ce septum qui les sépare, qu'on appelle le septum lucidum. Bien. Alors, le toit est formé par quoi à ce niveau-là? Formé par, bien sûr, la membrane épendymaire, qu'on le retrouve là aussi, un peu partout. On reprend le même d'air. Ensuite, il est formé par la pimère qui entoure l'ensemble. Donc là, comme là aussi. Et qui est doublé par le plexus choroïde, qu'on le retrouve sur le toit. Et le plexus choroïde, c'est lui en fait qui va se continuer dans la partie supérieure du trou de Monro par le plexus choroïde du ventricule latéral qu'on le retrouve de part et d'autre du tableau. Donc à travers la partie supérieure du trou de Monro. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste tout simplement à mettre en place la structure cérébrale avec l'hémisphère cérébral, le frontal, ariétal occipital et de part et d'autre le lobe temporal qu'on le retrouve à ce niveau-là. Voilà une autre coupe de référence qu'on la retrouve quasi identique sur les schémas ou encore surtout sur les IRM, les scanners, etc. Ça, c'est en fait la fente de Bichat. Pour synthétiser maintenant le système ventriculaire, on va essayer de mettre en place l'ensemble des structures qui hébergent ce système ventriculaire, à savoir un hémisphère cérébral. J'écarte exprès l'autre hémisphère cérébral. Bien sûr, ils sont incomplètement séparés du fait qu'il y a le corps calleux qui rejoint les deux hémisphères au milieu. Mais juste pour montrer comment ça va se passer. Donc, un ventricule latéral avec sa corne frontale, sa corne occipitale, sa corne temporale.
Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. Un troisième ventricule, qui est là, qui va se contenir par l'acadyque du mésencéphale. Il va se terminer dans le quatrième ventricule qui est là. Dans V3, l'acadyque du mésencéphale et le V4 qui est là. Chacun du ventricule latéral est relié au troisième ventricule par le foramen interventriculaire de Monro, de part et d'autre. Et je rappelle tout simplement que les deux cordes frontales sont à ce niveau-là complètement accolés. Ils ne sont séparés que par ce septum lucidum. Donc là, c'est simplement pour écarter, pour montrer, faire un schéma éclaté plutôt que condensé. Ça éclaircit les choses. Donc chaque ventricule latéral se déverse de façon séparée dans le V3. Le V3 se déverse dans le canal de l'épendyle, l'acadyque du mésencéphale, dans le quatrième ventricule. Et au niveau du quatrième ventricule, vous savez que le toit, il est formé par deux parties. Une partie supérieure, c'est le cervelet lui-même, et une partie inférieure, qui est propre, qu'on appelle la membrane tectoriale ou encore le voile médullaire inférieur, et dans lequel on retrouve un trou médian qui n'est autre que le foramen ventriculaire de Magendie. Ou encore trou de Magendie. C'est en fait ce trou-là qui fait communiquer, si je reviens sur ce schéma, voilà le quatrième ventricule, c'est ce trou à ce niveau-là qui fait communiquer le système ventriculaire avec l'extérieur du névrax, l'extérieur du système ventriculaire, et on est bien sûr autour du névrax. Névrax, c'est le système nerveux central, névrax, où on retrouve le liquide céphalorachidien qui va entourer complètement cet système nerveux central, tout simplement. Voilà, merci.